Bienvenue dans l'aperçu sur l'anatomie du cœur. Le cœur est un organe musculaire creux. Par ses contractions rythmiques, il actionne l'ensemble de la circulation sanguine. Le cœur présente 4 faces. La facies sternocostalis, la facies diaphragmatica, la facies pulmonalis dextra et la facies pulmonalis sinistra. Vu de l'extérieur, on reconnaît déjà les limites entre les 4 cavités cardiaques. Le sulcus coronarius, qui fait tout le tour du cœur, marque la frontière entre les oreillettes et les ventricules. Le sulcus interventricularis antérieur et le sulcus interventricularis postérieur marquent la frontière entre les ventricules gauche et droit. Nous allons maintenant parler des artères coronaires et de leur trajet en règle générale. Les artères coronaires sont des artères terminales fonctionnelles, c'est-à-dire que l'occlusion d'une branche des artères coronaires entraîne l'infarctus du tissu musculaire cardiaque, alimenté par cette branche. Directement au-dessus de la valve aortique, l'arteria coronaria dextra et l'arteria coronarica sinistra naissent du sinus aortique. L'arteria coronaria dextra passe dans le sulcus coronarius jusqu'à la face postérieure du cœur, où elle finit par le ramus interventricularis posterior. Elle vascularise l'oreillette droite, le ventricule droit, puis ici la paroi postérieure du ventricule gauche, le tiers postérieur du septum interventriculare, et ce qui est important du point de vue fonctionnel, le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire. Le tronc principal de l'arteria coronaria sinistra passe d'abord entre l'oreillette gauche et le truncus pulmonalis. Ensuite, l'arteria coronaria sinistra se divise en un ramus circumflexus et un ramus interventricularis antérieur. L'arteria coronaria sinistra vascularise la majeure partie du ventricule gauche, ainsi que des parties de la paroi antérieure du ventricule droit et les 2 tiers antérieurs du septum interventriculaire. Les 3/4 environ du sang veineux du cœur coulent par le sinus coronarius dans l'oreillette droite, et le quart restant coule directement par des petites veines dans la cavité cardiaque. Sur le modèle, on peut aussi très bien visualiser les structures cardiaques qui forment à droite et à gauche ce qu'on appelle les bords du cœur, visibles à la radiographie en incidence postéro-antérieure. Le bord droit du cœur est formé par la vena cava supérieure, l'oreillette droite, et la vena cava inférieure. Le bord gauche du cœur est formé par la crosse de l'aorte, l'arteria pulmonalis sinistra, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. La connaissance des bords du cœur est de la plus grande importance sur le plan clinique, pour pouvoir interpréter et catégoriser les aspects pathologiques. Jetons maintenant un coup d'œil dans le cœur. Pour cela, commençons ici par ouvrir l'oreillette droite. Le sang venant de la vena cava supérieure et de la vena cava inférieure est collecté dans l'oreillette droite. Le long de la cloison entre les 2 oreillettes, le septum interatrial, se trouve la fossa ovalis, un vestige du foramen ovale.
En cas de malformation congénitale du septum interatrial, souvent dans la région du foramen ovale, le sang peut passer de l'oreillette gauche dans l'oreillette droite. On parle alors de shunt gauche-droit, qui peut entraîner de l'hypertension pulmonaire, puis l'hypertrophie du ventricule droit, et pour finir, une insuffisance cardiaque droite. Le sang passe ensuite de l'oreillette droite dans le ventricule droit à travers la valve tricuspide. Dans le ventricule droit, on distingue une voie d'entrée marquée par des tensions musculaires, appelée trabéculé carnéé, et une voie de sortie à parois lisses. Les voies d'entrée et de sortie sont séparées par la crista supraventricularis. De la voie d'entrée partent 3 muscles papillaires qui sont rattachés par des cordages tendineux, les cordées tendinées, au feuillet de la valve tricuspide. Par leur contraction, les musculi papillaires empêchent l'éversion des feuillets de la valve dans l'oreillette. En cas d'infarctus du myocarde, dans lequel un muscle papillaire est également touché, ce muscle papillaire peut se déchirer, ce qui entraîne alors une insuffisance cardiaque valvulaire aiguë à laquelle on ne survit généralement pas. Une colonne musculaire particulièrement charnue, la trabecula septomarginalis, appelée aussi moderator band, va du septum interventriculaire au musculus papillaris antérieur et contient le pilier droit du système cardio-necteur. Le sang passe du ventricule droit dans le truncus pulmonalis par la valve pulmonaire. Le sang riche en oxygène venant du poumon passe ensuite dans l'oreillette gauche à travers les 4 venae pulmonalis. De là, le sang passe ensuite dans le ventricule gauche par la valve mitrale. Dans le ventricule gauche, on distingue également une voie d'entrée marquée par des tensions musculaires appelées trabéculé carnéé et une voie de sortie à parois plutôt lisses. 2 musculi papillares sont rattachés par des cordées tendinées au cuspide antérieur et postérieur de la valve mitrale. Le sang quitte à nouveau le cœur par la valve aortique. Aussi bien la valve aortique que la valve pulmonaire se composent chacune de 3 poches. Les malformations congénitales, les inflammations et les transformations dégénératives peuvent entraîner des sténoses des valves cardiaques ou des insuffisances cardiaques valvulaires. De telles malformations cardiaques valvulaires diminuent le flux sanguin normal et entraînent un effort excessif du cœur. Les valves aortiques et mitrales sont plus souvent touchées que les valves pulmonaires et tricuspides.